Mes petits chasseurs-cueilleurs, bonjour! Voici venu le moment de notre grand tirage au sort de la thématique du jour. Merci d'ailleurs d'avoir été des milliers à nous envoyer toutes ces cartes à la plaine Saint-Denis depuis les années 90. Sophie, vous allez être notre main innocente si l'on fait abstraction de vos monstrueuses déviances. Allez-y. Alors, il s'agit de Nicolas Tirepouille de Saint-Même-le-Tenu en Loire-Atlantique qui nous propose le thème suivant, la montre d'Alain Prost. Enfin, pas du tout, Sophie. Il s'agit de Judicaël Cervantan de Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne qui nous propose la fonte du permafrost. Oh bah oui, autant pour moi. Générique! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Le permafrost. En français, on parle de pergélisol. Mais comme ça sonne produit surgelé et que ça m'énerve, on va dire permafrost. Le permafrost, donc, couvre 1/5 de la surface terrestre. 90% du Groenland, 80% de l'Alaska, 50% du Canada et 50% de la Russie, plus les zones d'altitude, Himalaya, Andes, etc. Littéralement, il désigne une partie du sol terrestre qui demeure en dessous de 0 degré plus de 2 années consécutives. Le permafrost piège le carbone organique en congelant les plantes et les animaux morts. Ici, en surface, la couche active qui gèle et dégèle et regèle et redégèle en fonction des saisons. Imaginez, le sol gelé de l'Arctique renferme 1500 à 1700 milliards de tonnes de carbone. C'est plus que les stocks cumulés de pétrole, de gaz et de charbon du monde entier. Bon, jusque-là, tout va bien, rien de bien méchant, juste un gros tas de gadou tout froid, plein d'animaux morts et de compost. Passons maintenant à la partie qui pue la diarrhée d'Inuit. Vous insinuez que la diarrhée d'Inuit pue, professeur? C'est raciste. Pourquoi c'est raciste? Vous pensez quand même pas que les Inuits chient de l'huile essentielle de lavandin? Non, mais pourquoi Inuit? C'est stigmatisant. Vous préféreriez qu'il soit luxembourgeois, votre Inuit? Oui, et puis qu'il n'ait pas la diarrhée. Bon, bah voyons. Maintenant, à la partie qui pue le luxembourgeois en bonne santé. Avec le réchauffement climatique, entre 1980 et 2000, le permafrost s'est réchauffé de 2 degrés en Sibérie et 3 degrés en Alaska. Parfois même, ils font. Or, les végétaux et animaux morts dans le permafrost n'ont pas fini de se décomposer. Ils ont encore beaucoup de carbone à relâcher, tellement que les 2 premiers mètres de permafrost en contiennent 3 fois plus que l'ensemble de la végétation mondiale. Et c'est là que ça sent la yourte mal aérée. Parce que plus ça fond, plus ça libère de CO2. Et plus ça libère de CO2, plus il y a d'effet de serre. Et plus il y a d'effet de serre, plus il fait chaud. Et plus il fait chaud, plus ça fond. Et plus ça fond. Plus il y a de CO2. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction positive. C'est aussi positif que le test de grossesse de ma grand-mère, ouais. En plus, l'eau devenue liquide permet aux bactéries de transformer le CO2 en un gaz à effet de serre bien plus puissant. Le méthane. Et plus il y a de méthane, plus il y a d'effet de serre, et plus le climat se réchauffe, et plus le permafrost fond, et plus il y a de méthane. J'ai déjà dit. Ce carbone piégé dans cette terre gelée, ça me fait penser à un frigo géant. Tant que le frigo fonctionne, la bouffe est congelée, elle périme pas. En revanche, si le frigo tombe en panne... la bouffe va périmer très vite et pourrir. Bah, le pourri, c'est le CO2 et le méthane. Et nous, on vit dans le congélo. On en respire l'atmosphère. Professeur, ça sent fort le méthane. Mais Sophie, ça doit être la boucle de rétroaction positive qui s'active. Ça sent quand même vachement la merde. Ce cercle vicieux entraîne d'autres réactions en chaîne. Par exemple, le réchauffement global est favorable au développement de la végétation. Mais cette végétation va empêcher la neige de recouvrir la toundra et donc de jouer son rôle d'isolant thermique. C'est pas tout. En rentrant dans la neige, les racines des arbres emmènent avec elles des micro-organismes qui accéléreraient les émanations de méthane. Et ce qui est valable sur Terre l'est aussi sous l'océan. En 2011, le scientifique russe Igor Semiltov évoque une concentration de panache de méthane jaillissant du fond de l'océan Arctique.
Des écoulements continus et puissants sur 1000 mètres de diamètre, appelés bingo. Enfin, Sophie, c'est pas du tout pendant ce qu'on est en train de raconter. On parle de la fin du monde, là. Puis sachez, pour votre gouverne, que c'est pingos, là. Et on a déjà une centaine qui a été découverte dans une zone d'étude très restreinte. Ça veut dire qu'il y en a peut-être des milliers qui existent. Bon, ce qui est étrange, c'est que en eau peu profonde, ce phénomène est plutôt favorable au développement d'une algue qui capte le CO2. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle. Je sais plus quoi penser. Toujours est-il que les modèles climatiques du GIEC ne prennent pas en compte ces émanations sous-marines. Du coup, il faudrait peut-être tabler sur plus 8 degrés au lieu des 4 degrés prévus pour 2100. Autrement dit, il va faire chaud. Très chaud. Oh oui, il va faire chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Le permafrost fond déjà, c'est pas une prédiction, mais un phénomène observable dans certaines régions du monde, avec des conséquences vraiment pas cool, regardez. Petit 1, conséquences sur les populations locales. Le sol devenant instable, les routes goudronnées se déforment, les maisons s'écroulent. Dans ces hautes latitudes, les infrastructures ont été bâties sur un sol dur comme de la pierre. Elles sont conçues pour tenir sur un sol qui ne dégèle pas. Or, un sol qui fond devient aussi ferme qu'un flanc industriel. Ces modifications climatiques impactent aussi les populations nomades et les éleveurs des peuples du Grand Nord. Leur mode de vie est calé sur les règles strictes de cet environnement hostile. Quand les règles changent, ils ne peuvent plus se ravitailler, déplacer les troupeaux ou faire face aux inondations. Dans le Yukon, les populations locales sont déjà impactées par le changement climatique. Routes déformées, problèmes pour conserver la viande chassée. Si vous êtes climato-sceptique, foutez pas les pieds dans le Grand Nord, vous risquez de vous faire séquestrer dans un igloo. Ces problématiques locales pourraient un jour avoir une incidence mondiale. Petit 2, conséquences géologiques. Le permafrost maintient les sédiments. En fondant, c'est comme si on retirait le mortier entre les pierres d'un mur. Il s'écroule. Donc, on obtient des glissements de terrain et de l'érosion. À la base, le permafrost est imperméable. En fondant, il rend le sol poreux et l'eau de surface, comme les lacs, pénètre le sol, asséchant certaines zones. Autre conséquence, les forêts ivres, les modifications hydrologiques et hydrographiques. Et puis, comme vous avez dû le voir, ces fameux trous en pleine toundra. On les appelle les dolines, les méga slumps, les thermokarsts. Ouais, on dirait des noms de robots dans Transformers. Ça claque. Ces vides créés par des fractures du sol lorsque le permafrost dégèle trop vite sont les stars médiatiques du drame qui se joue dans le froid. Petit 3, les conséquences sanitaires. En 2016, le bacille du charbon, l'anthrax, ce n'est ni un anticalcaire ni un anxiolytique, est réapparu en Sibérie. Et oui, il y a fait jusqu'à 35 degrés. C'était Saint-Trope chez Babouchka. Le sol a libéré le cadavre d'un renne contaminé, mort il y a 75 ans. Résultat, 2300 rennes seraient morts et 160 éleveurs ont dû être évacués de la zone. Il est possible que de nouveaux virus plus dangereux encore réapparaissent avec un nouveau dégel. Concernant le permafrost, beaucoup de variables échappent encore à la communauté scientifique. Une chose est sûre, l'année 2016 a battu un nouveau record de température dans le monde. 1,1 degré au-dessus de la moyenne de l'ère pré-industrielle. À ce rythme, la limite sud du permafrost devrait remonter de 500 km dans les décennies à venir. Les estimations les plus pessimistes évoquent des émanations de 380 gigatonnes pour un scénario à 8 degrés en plus en 2100. En comparaison, les émissions annuelles des USA, c'est 1,4 milliard de tonnes. C'est comme s'il y avait 5 fois plus d'Américains sur Terre. Le permafrost retient 4 fois plus de CO2 que ce qu'ont émis les activités humaines depuis l'ère industrielle. Ce CO2 reste dans l'atmosphère pendant des siècles, et plus encore dans l'océan, dont il acidifie les eaux. Je vous montre, regardez. Ah tiens. Sous l'action des microbes et des bactéries, ce carbone pour l'instant fossile peut se transformer en méthane. C'est une vraie bombe à retardement, le méthane. Pour finir, le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais sur 100 ans, il a un effet de serre 25 fois plus important que le CO2. Saloperie de méthane.
La fonte du permafrost est incontrôlable car elle est issue du réchauffement climatique. Mais nous pouvons limiter ce réchauffement, par exemple en renonçant aux énergies fossiles. D'un côté, la fonte du permafrost et ses conséquences à l'échelle planétaire échappent complètement à la communauté scientifique. De l'autre, les décisions et actions qui pourraient nous éviter une boucle de rétroaction positive échappent aux dirigeants et aux industriels. Il faudrait arrêter toute forme d'émission de CO2 et planter énormément d'arbres pour éviter un scénario catastrophe. Alors, chiche. Voilà mes petits chasseurs-cueilleurs, c'est la fin de cet épisode catastrophe. N'hésitez pas à alimenter le débat dans les commentaires, mais attention, hein, pas d'insultes, sinon je viendrai personnellement vous bifler avec une carotte glaciaire à l'anthrax. Elle m'apprend sans peine le doux amour alpin dans ses ballons jolis et sous ses monts exquis. Je me mets baiser comme un champion de ski. Ces brides qui reviennent comme un vrai tyrolien.